Les Vikings étaient des peuples maritimes du VIIe siècle tardif au début du XIe siècle. Ils venaient des terres scandinaves de Norvège, du Danemark et de Suède, et leur voyage les menait à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. Le terme « viking » vient du mot vieux norrois « vikingr », qui signifie pirate ou pillard, et est utilisé pour désigner les personnes de Scandinavie qui entreprenaient des expéditions maritimes pendant ce que l'on appelle maintenant l'ère viking. Les Vikings n'étaient pas un groupe unifié ni une entité politique unique, mais plutôt une collection de clans et de chefferies. Malentendu. Malgré l'image populaire des Vikings portant des casques à cornes, il n'y a en fait aucune preuve historique suggérant qu'ils en portaient. Cette image est en grande partie un mythe, probablement popularisé par le romantisme du XIXe siècle et plus tard par des représentations dans les médias modernes et la culture populaire. La plupart des casques trouvés de l'ère viking, environ 800 à 1100 AP Jésus-Christ, sont simples et pratiques, conçus pour fournir une protection en bataille. Ces casques consistaient généralement en une coupole pour protéger la tête, avec une protection autour des yeux et du nez. Aucun des casques vikings complets trouvés n'avait de cornes. L'idée du casque viking à cornes semble provenir des représentations dans l'art nordique de l'ère viking ou antérieure, où des guerriers et des dieux sont parfois montrés portant des casques ou des chapeaux avec des cornes, des ailes ou d'autres décorations. Cependant, on pense que ceux-ci sont cérémoniels ou symboliques plutôt que pratiques pour la bataille. Cette mauvaise interprétation a été perpétuée au XIXe siècle, notamment dans les œuvres d'artistes comme Gustav Malmström. Elle a été encore popularisée par le costumier Carl-Emil Doppler, qui a inclus des casques à cornes dans ses designs pour le cycle d'opéra de Richard Wagner, L'Anneau du Nibelung, dans les années 1870. L'image puissante du viking au casque à cornes est restée dans l'imagination populaire, malgré son manque de précision historique. Ainsi, bien que l'image d'un viking portant un casque à cornes puisse créer des visuels dramatiques et divertissants dans les films, dessins animés et jeux, ce n'est pas un reflet fidèle de ce que les vikings portaient en réalité. Outre le malentendu sur les casques à cornes, il existe de nombreux autres concepts erronés courants sur les vikings. Les vikings sont souvent dépeints comme des brutes sans esprit qui ne vivaient que pour piller et voler. Bien qu'il soit vrai qu'ils étaient de redoutables guerriers, ils étaient également des commerçants habiles, des explorateurs et des artisans. Ils ont établi des réseaux commerciaux étendus de l'Amérique du Nord à l'Asie, exploré et colonisé de nouvelles terres, et créé des œuvres d'art complexes. Leur vaste route commerciale s'étendait jusqu'aux terres lointaines de l'Afghanistan, et des artefacts tels que des statues de Bouddha et des pièces de monnaie arabes ont été trouvés en Scandinavie. Malgré les représentations souvent sales des Vikings dans la culture populaire, les preuves archéologiques suggèrent qu'ils étaient probablement très soucieux de l'hygiène personnelle. Des peignes, des pincettes, des rasoirs et des outils pour nettoyer les oreilles ont été trouvés dans les colonies vikings, indiquant qu'ils prenaient la propreté au sérieux. Contrairement à la croyance populaire, les Vikings ne portaient pas seulement des couleurs ternes et sombres. Les découvertes archéologiques ont révélé qu'ils portaient une gamme de couleurs vives, notamment le rouge, le bleu et le jaune. Ils utilisaient des teintures naturelles faites à partir de plantes, d'insectes et de minéraux pour colorer leurs vêtements. Bien qu'il soit courant d'imaginer un Viking comme un grand homme barbu aux cheveux longs, il n'y a en réalité aucune preuve historique suggérant que tous les hommes vikings avaient cette apparence. Les sculptures et autres artefacts historiques montrent des hommes vikings avec une variété de coiffures et de types de barbe. Il existe un mythe selon lequel les Vikings buvaient dans les crânes de leurs ennemis vaincus. Cette image est basée sur une mauvaise interprétation de vers dans la poésie vieux-norroise et n'est pas étayée par des preuves archéologiques. Les Vikings et la mort. Les attitudes des Vikings envers la mort étaient profondément enracinées dans leurs croyances culturelles et la mythologie nordique. Une bonne mort, considérée comme honorable, était généralement une mort au combat. Mourir de cette manière permettait à un guerrier viking d'être choisi par les Valkyries, des figures féminines qui décidaient qui mourrait au combat et qui vivrait. Les élus rejoindraient le dieu Odin au Valhalla, le hall des morts, où ils festoieraient et se prépareraient pour les événements du Ragnarök, la fin prophétisée du monde dans la mythologie nordique. En revanche, une mort paisible due à la vieillesse ou à la maladie n'était pas considérée comme désirable ou honorable. De telles morts pourraient mener à une vie après la mort à El, le royaume souterrain gouverné par la déesse El. Ce royaume est souvent dépeint de manière négative dans les sagas nordiques, et il était généralement évité par les Vikings si possible. Une autre forme de mort déshonorante dans la culture viking était de mourir avec des serments ou des promesses non tenues. Dans la société viking, les serments et les promesses étaient considérés comme contraignants et sérieux. Cela était particulièrement vrai pour les guerriers, qui faisaient souvent des serments avant d'entrer en bataille.
Ils croyaient que rompre un serment était une grave déshonneur qui pouvait affecter leur destin dans l'au-delà. Si un viking mourait avec un serment ou une promesse non tenue, on pensait que c'était une mort déshonorante, ce qui pourrait affecter leur statut dans l'au-delà. Les sagas nordiques sont remplies d'histoires de héros qui vont jusqu'au bout pour tenir leurs promesses, démontrant l'importance culturelle de tenir ses serments dans cette société. Le concept de serment et de promesse était tellement intégré dans la société nordique qu'ils avaient même un dieu, nommé Var, qui était le superviseur des accords et des serments entre hommes et femmes. Rompre un serment était considéré comme invoquer la colère de Var. De plus, ne pas tenir une promesse ou un serment pouvait conduire à devenir un droga, une créature non morte dans la mythologie nordique. On disait que les drogars étaient motivés par le besoin d'accomplir leurs tâches inachevées ou de se venger des torts subis pendant leur vie. Si une personne mourait avant de pouvoir tenir un serment, il revenait souvent à ses proches de réaliser la tâche à sa place. Cela permettait aux morts de maintenir leur honneur même après la mort. Dans de tels cas, la charge du serment non tenu devenait une partie de l'honneur de la famille, qui pouvait s'étendre sur plusieurs générations. De plus, le concept de « mort de paille », mourir au lit à cause de la maladie ou de la vieillesse, était considéré comme une mauvaise mort. Les Vikings préféraient la « mort par lance », qui était de mourir au combat. Ces attitudes envers la mort influençaient également leurs pratiques funéraires, qui pouvaient être assez élaborées. Elles incluaient souvent des enterrements en bateau, où le défunt était placé dans un bateau avec ses biens, et parfois même des esclaves sacrifiés. Cette pratique reflétait la croyance que ces objets, et même les personnes sacrifiées, accompagneraient le défunt dans l'au-delà. Boussole viking. La navigation était essentielle au succès des Vikings en tant que marins, commerçants et pillards. Ils avaient une variété de méthodes pour déterminer leur cap et leur position en mer, y compris l'observation du soleil, des étoiles, des oiseaux et d'autres créatures marines. Cependant, l'idée d'une boussole solaire et de « pierre de soleil » est l'un des aspects les plus fascinants des techniques de navigation viking. La boussole solaire, ou boussole de soleil, est un outil que l'on pense avoir été utilisé par les Vikings pour naviguer. C'est un disque avec un gnomon central, un bâton ou une épine qui projette une ombre, et des marques autour du bord indiquant la direction pour chaque heure de la journée. En observant l'ombre projetée par le gnomon, les Vikings pouvaient déterminer les points cardinaux. Cet instrument simple mais efficace pouvait être utilisé en conjonction avec la position du soleil pour déterminer le cap du bateau. Cependant, la boussole solaire ne fonctionne que lorsque le soleil est visible, et dans l'Atlantique Nord, où les Vikings naviguaient souvent, le brouillard et les conditions nuageuses sont courants. C'est là qu'intervient la théorie des pierres de soleil. Les pierres de soleil sont un type de minéral, possiblement de la calcite islandaise, une calcite claire qui se trouve naturellement, qui peut polariser la lumière et donc déterminer la direction du soleil même lorsqu'il est caché par les nuages ou juste en dessous de l'horizon. Lorsqu'on observe à travers une pierre de soleil, le ciel apparaît dans différentes nuances de luminosité, selon l'orientation de la pierre par rapport au soleil. La théorie de la manière exacte dont les Vikings utilisaient les pierres de soleil repose sur la découverte d'une pierre de soleil dans une épave du XVIe siècle. L'hypothèse d'Aldrake postule qu'une pierre de soleil pourrait être utilisée pour détecter le motif de polarisation du ciel et donc localiser la position du soleil, même par temps couvert ou lorsque le soleil est juste en dessous de l'horizon au crépuscule. Pour utiliser une pierre de soleil, un navigateur viking devait tenir la pierre vers le ciel et la tourner jusqu'à ce qu'un certain point dans son champ de vision apparaisse plus sombre. Il savait alors que la direction de la lumière entrante était opposée à la position du soleil. La combinaison de la boussole solaire et d'une pierre de soleil pourrait avoir permis aux Vikings de naviguer avec précision, même dans des conditions difficiles, et de voyager vers des terres lointaines avec une remarquable précision. Marque des Vikings. Les Vikings, connus pour leurs compétences maritimes et leurs explorations, ont laissé des graffitis ou des gravures à divers endroits qu'ils ont visités, nous fournissant des aperçus intrigants de leurs voyages et expériences. Peut-être que l'exemple le plus célèbre de graffiti viking se trouve dans la Hagia Sophia à Istanbul, en Turquie. Les inscriptions runiques trouvées là incluent la phrase « Halfdan était ici », gravée par un membre de la garde Vareg, une unité de mercenaires vikings employée par l'Empire byzantin. Le tumulus néolithique et la tombe à couloir de Maeshowe sur l'île principale des Orcades en Écosse est un autre site notable. Les Vikings qui ont pénétré dans la tombe au XIIe siècle ont laissé des inscriptions runiques sur les murs. Beaucoup de ces inscriptions sont assez humoristiques, incluant des vantardises, des poèmes et même une plainte sur le froid. Dans le petit village d'Annecrucis en Angleterre, un Viking du Xe siècle a gravé une image grossière d'un navire naviguant sur le tympan,
une surface décorative semi-circulaire ou triangulaire, de l'église du village. C'est l'une des premières représentations d'un navire viking en Angleterre. Une grotte connue sous le nom de Surtshellir en Islande possède un grand nombre d'inscriptions runiques et de symboles gravés sur ses murs. On sait que la grotte a été utilisée par les Vikings, peut-être à des fins cérémonielles. Il existe de multiples pierres runiques trouvées en Suède, gravées par des membres de la garde Vareg, qui mentionnent des lieux lointains tels que Londres, Constantinople et Jérusalem, fournissant des preuves des voyages vikings. Ces exemples montrent que partout où ils allaient, les Vikings laissaient leur marque, littéralement, à travers ces anciens graffitis. Héritage linguistique. Les Vikings ont laissé un héritage linguistique substantiel dans les lieux qu'ils ont visités et colonisés. Les invasions et les colonies vikings en Grande-Bretagne, en particulier dans le nord et l'est, une zone souvent appelée le Danelaw, ont eu une influence profonde sur la langue anglaise. De nombreux mots anglais d'aujourd'hui sont d'origine vieux-norroise. Ceux-ci incluent des mots de tous les jours tels que sky, ciel, egg, œuf, cake, gâteau, knif, couteau, usban, mari, window, fenêtre, et Dave dem terre, il peut leur, entre autres. Le vieux norrois a également influencé la syntaxe de l'anglais, la manière dont les phrases sont structurées, et la prononciation. La langue vieux norroise, parlée par les Vikings, s'est développée en les langues scandinaves modernes, islandais, norvégien, danois et suédois. L'islandais est considéré comme le plus proche du vieux norrois et son étude fournit la meilleure compréhension de la langue que parlaient les Vikings. De nombreux noms de lieux, en particulier dans les îles britanniques et en Normandie, portent la marque de la présence viking. Par exemple, en Angleterre, les lieux se terminant par « by », comme Grimsby ou Whitby, ou « Thorpe », comme Scunthorpe, sont d'origine viking. « By » signifiait village ou colonie en vieux norrois, et « Thorpe » signifiait un établissement secondaire ou une ferme. Le peuple des Russes, qui était d'origine viking, a donné son nom à des régions d'Europe de l'Est, nous donnant des noms comme Russie et Biélorussie. Les Vikings ont laissé quelques traces dans la langue russe, bien que l'influence ne soit pas aussi forte que dans l'anglais. Ski. La tradition du ski a des racines profondes dans la culture scandinave, remontant à des milliers d'années. Les preuves les plus anciennes de ski, trouvées en Russie et estimées à environ 8000 ans, montrent que les gens pratiquent le ski depuis très longtemps. On pense que les Vikings, qui vivaient en Scandinavie de 800 à 1100 après Jésus-Christ environ, utilisaient des skis non seulement pour la récréation mais aussi comme moyen pratique de transport pendant les rudes hivers nordiques. Le mot vieux norrois pour ski, escaillé accent aigu, signifie un bâton de bois, reflétant la nature basique des premiers skis. De plus, il y a un dieu nordique, Ul, souvent représenté avec des skis ou un arc, associé au ski, à la chasse et à l'hiver. Certaines sagas et poèmes anciens mentionnent également skiferi, ou le ski, indiquant l'utilisation des skis pour voyager. Il est important de noter que les skis vikings étaient très différents de l'équipement moderne que nous utilisons aujourd'hui. Ils étaient longs, en bois, et souvent, un seul ski était utilisé en combinaison avec un seul bâton. Le ski serait recouvert de fourrure, avec la fourrure pointant vers l'arrière pour empêcher le ski de glisser vers l'arrière. Curieusement, les skis n'étaient pas seulement utilisés sur la neige. Les Vikings les utilisaient également dans les marécages, utilisant la large surface du ski pour répartir le poids de l'utilisateur plus efficacement, tout comme les raquettes modernes. Même lors de leurs expéditions maritimes, on pense que les Vikings transportaient des skis, notamment lors de leurs explorations du Groenland. Pour les Vikings, le ski était une adaptation pratique à leur environnement, leur permettant de voyager efficacement à travers leur patrie couverte de neige.